Guerreau et ensuite nous entendrons les députés. Monsieur Guerreau, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je tiens à rappeler que ce matin, je m'exprime devant vous en tant qu'essayiste, donc à titre privé et non pas en tant que représentant d'une autorité officielle française. L'Union européenne est confrontée aujourd'hui à 4 défis criminels de niveau stratégique. D'abord, l'Union européenne doit faire face à l'action de grandes organisations criminelles transnationales ou endogènes ou exogènes. Certaines représentent plus que des phénomènes de banditisme classiques, puisqu'il s'agit de véritables mafias au sens criminologique du terme, c'est-à-dire de véritables sociétés secrètes. Ce banditisme et ces mafias présentent 4 particularités. Première particularité, ces organisations criminelles sont polycriminelles, c'est-à-dire sans spécialité, donc aptes à s'investir de manière opportuniste et pragmatique dans tous les marchés criminels se présentant, et ce dans des logiques de pure prédation. Dès qu'une occasion se présente, ces groupes criminels sophistiqués les investissent, qu'il s'agisse d'activités traditionnelles ou de crimes économiques et financiers innovants. Une même entité criminelle peut tour à tour racketter, trafiquer des drogues, vendre des contrefaçons ou truquer en ligne des paris sportifs. Les criminels n'ont pas de spécialité. Ils passent d'une activité criminelle à l'autre par calcul coût-bénéfice. Notre attention doit donc se porter moins sur un type d'activité criminelle que sur les professionnels du crime eux-mêmes menant des carrières au sein de groupes plus ou moins structurés. Deuxième particularité, ces grandes organisations sont souvent territorialisées. Elles ont une capacité à s'enraciner et à créer un environnement qui leur devient vite favorable. Elles se créent des biotopes criminels. Ces logiques territoriales sont décisives car elles expliquent la puissance de ces groupes. Cependant, ces territoires criminels ne sont pas figés mais en expansion. On sait comment, dans une poussée géopolitique caractéristique, les 4 mafias italiennes et les clans albanophones se sont répandus dans toute l'Europe en quelques décennies. Au final, des pans entiers du territoire européen sont profondément criminalisés et donc en voie d'effondrement, quand ce ne sont pas directement des structures étatiques. Combien d'États mafieux ou criminels l'Europe géographique abrite-t-elle? Cet effondrement territorial est mal connu, car silencieux. Troisième particularité, ces organisations sont particulièrement résilientes, c'est-à-dire d'une part adaptatives face aux changements sociaux et économiques, et d'autre part très résistantes à la répression. Les États parviennent souvent moins à les éradiquer qu'à les réguler. Enfin, quatrième particularité, ces organisations gèrent des flux financiers d'ampleur macroéconomique, pouvant influencer en profondeur la vie politique, économique et sociale. Elles ont un produit intérieur brut parfois supérieur à certains petits pays. Ces 4 particularités expliquent pourquoi ces grandes organisations criminelles sont de véritables puissances globales. Le crime organisé ne peut plus être analysé en termes de marginalité sociale. Il s'agit d'un phénomène de pouvoir. Ainsi, il y a une véritable géographie criminelle de l'Europe. Cette cartographie est largement insoupçonnée et souligne par exemple la présence d'un arc mafieux en Méditerranée du Nord, dont les principaux acteurs criminels sont les mafias italiennes, albanophones et turques, qui ont depuis longtemps débordé leur bastion naturel et ont su s'imposer plus au nord. À ce titre, il convient pour l'avenir proche d'observer l'évolution d'une zone grise aux portes de l'Europe, génératrice de grands désordres criminels, la vaste bande sahélienne. Deuxième défi ensuite, l'Union européenne doit faire face à des prédations financières d'ampleur macroéconomique. À ce titre, 3 remarques s'imposent. Première remarque, les marchés financiers dérégulés de manière aveugle sont des proies faciles pour les appétits criminels. On citera pour mémoire un exemple récent, la gigantesque fraude à la taxe carbone dont le préjudice pour le seul budget de l'État français s'est élevé à 1,5 milliard d'euros et pour l'Europe à environ 5 à 6 milliards d'euros. Deuxième remarque, la lutte contre le blanchiment de l'argent du crime organisé et de la corruption est un échec quasi complet. Il faut ici souligner le rôle pernicieux joué par les paradis fiscaux et bancaires, très présents d'ailleurs en Europe, et par la banalisation des instruments juridico-financiers destinés à rendre anonyme l'origine des flux financiers, trusts, financières, etc.
Troisième remarque enfin, certains acteurs des marchés financiers et bancaires sont aussi parfois des prédateurs. Les méga-escroqueries sur les marchés initiées par des criminels en col blanc se multiplient. Par ailleurs, la plupart des grandes crises financières des 30 dernières années sont le fruit de politiques de dérégulation qui furent criminogènes. La bulle immobilière américaine dite des subprimes comportait une dimension majeure de fraude dont l'essentiel fut initié là aussi par des banquiers et des financiers, d'ailleurs à ce jour impunis. Troisième défi, l'Union européenne est confrontée à un cyberespace en grande partie anomique. Ce cyberespace est un territoire très vulnérable aux entités criminelles, et ce en raison de ses particularités. Il est transnational, fluide, furtif et opaque. Toutes les grandes infractions qui se commettaient hier encore dans le monde réel se déplacent ainsi en tout ou partie dans cet espace virtuel, sans régulation crédible. Un exemple. L'économie du sport se financiarise à grande vitesse du fait du développement des paris sportifs en ligne. Or, ces paris font l'objet d'un trucage de grande ampleur par le crime organisé à travers des sites de paris plus ou moins légaux, disséminés un peu partout sur la planète. Enfin, quatrième défi, l'Union européenne doit faire face aux conséquences de la crise financière née de l'éclatement de la bulle immobilière américaine. Cette crise aux effets durables représente un effet d'aubaine de portée historique pour le crime organisé. Il y a deux raisons à cet effet d'aubaine. D'abord, les États exsangues sont tentés de réduire les budgets consacrés à la lutte contre les criminalités organisées et en col blanc. Moins de policiers, moins de douaniers, moins de juges, etc. Par ailleurs, les entreprises industrielles et financières, quelle que soit leur taille, ne peuvent plus accéder aisément au crédit bancaire légal, car les banques, en défaut de liquidité ou de solvabilité, prêtent moins. Ces entreprises industrielles ou financières, surtout les plus petites, vont donc naturellement se financer vers le shadow banking du crime organisé. De manière permanente, le monde criminel dispose en effet de masses d'argent aptes à se blanchir immédiatement. Le crime organisé accélère ainsi sa pénétration de l'économie légale. Les conséquences de ces phénomènes criminels sont souvent invisibles, mais profondes et durables. Soulignons ici la grande différence avec les actes criminels qualifiés de terrorisme. Le terrorisme est visible, mais d'une létalité relativement faible, là où le crime organisé ou en col blanc est par nature discret, mais d'une grande létalité directe ou indirecte. À la différence du terrorisme, le crime organisé sait se rendre invisible et passer sous le radar de la médiasphère. Or, on sait que dans la société de l'information et de la communication, ce que la médiasphère ne perçoit pas à sa juste mesure a toutes les chances de se développer impunément. De manière fondamentale, le crime organisé fausse le fonctionnement des systèmes politiques par le jeu de la corruption systémique et la formation de véritables bourgeoisies criminelles. Il transforme aussi le fonctionnement des marchés économiques et financiers au profit de ses acteurs les moins honnêtes. La main invisible est remplacée par une main criminelle qui déforme toutes les règles, avec des dégâts réels sur le budget des États, la santé des consommateurs, l'environnement ou encore le développement économique. Le crime organisé tue, mais aussi détruit et paupérise. Cependant, la dangerosité réelle du crime organisé est peut-être encore insoupçonnée. Le crime organisé est en effet en pleine mutation au plan mondial. Il s'hybride et converge en direction de deux univers jusque-là relativement éloignés de lui. D'une part avec le terrorisme et d'autre part avec la criminalité en col blanc. On peut ainsi se demander si nous ne voyons pas apparaître des formes inédites de criminalité organisée en col blanc. Notre vigilance aux mutations du crime organisé doit être d'autant plus forte que le contexte actuel est favorable à son expansion. 6 circonstances ou facteurs à dimension historique et macroéconomique doivent être rappelés ici de manière très rapide. Premièrement, la balkanisation ou la fragmentation du monde. Nous sommes passés depuis 1945 d'une quarantaine d'États à environ 200 aujourd'hui, dont un grand nombre sont des États Potemkin, des États vides de puissance, fragiles et vulnérables aux forces criminelles organisées. Deuxièmement, il y a la globalisation ou ce que l'on appelle aussi la mondialisation. Troisièmement, la marchandisation et la financiarisation généralisée. Quatrièmement, la dérégulation dogmatique des marchés. Je m'arrête ici un instant. La dérégulation est criminogène en ce sens qu'elle crée des incitations et des opportunités criminelles de grande ampleur. Cinquièmement, l'effet de diversion provoqué par les luttes antiterroristes. Et sixièmement,
je l'ai évoqué précédemment, mais je tiens à le rappeler, les conséquences de la crise financière. En conclusion, dans le monde chaotique post-guerre froide, le crime organisé représente un véritable défi stratégique dépassant les juridictions des seuls organes répressifs et judiciaires, d'ampleur géopolitique et macroéconomique. Des succès durables contre le crime organisé en Europe ne pourront être acquis qu'à deux conditions. D'abord, un travail permanent à la fois de connaissances fondamentales et de pédagogie afin de sortir de l'aveuglement. On ne combat pas ce que l'on ignore, ce que l'on nie ou ce que l'on relativise. Là, le travail des universitaires et des commissions d'enquête parlementaires est fondamental afin de servir d'aiguillon tant pour les décideurs que pour les opinions politiques. Ensuite et enfin, il faut donner une priorité au renseignement. Il faut sortir des logiques de travail purement réactives au profit de méthodologies intellectuelles et opérationnelles proactives. Merci.